matinée, pardon, que je disais syndicale, patrimoniale et matinale, ça oui. Donc on va passer Soleil haut de Médondo dans sa version restaurée. On va en première partie, on verra le film de Sarah Chay, Elle t'aimera pas même à 100 ans, un film de 7 minutes. Sarah présentera son film, Médondo dira pourquoi il a voulu que cette séance soit dédiée à Jean-Patrick Lebel. Et moi je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'on fait des séances, qu'à Périphérie on fait des séances de cinéma, on aime bien mêler l'histoire, le patrimoine et le politique. Et ça nous semblait... ça nous aurait semblé inopportun de passer ce film-là qui était radical et politique, qui parlait de la question noire, de l'exploitation du colonialisme, sans parler de la France d'aujourd'hui. Et on avait une belle occasion, si l'on peut dire, c'est parce que cette séance est en solidarité avec Mamadou Kanté, qui est ici, qui peut te lever, et Sarah et Maître, vous venez à côté de moi, si je serais plus à l'aise. Et puis c'est... Salut Mamadou. Ouais, bonjour. Voilà. Donc, je résume, c'est ça, Sarah Chay qui me présentait son film, Mamadou Kanté, salarié à Paprec La Courneuve, qui a été licencié quand il voulait être présenté comme délégué syndical par la CGT, et Médondo, cinéaste montreuillois, mais pas que montreuillois, mauritanien et franco-mauritanien. Tout ça. Voilà, tout ça. Donc sur cette séance de cinéma, vous avez compris, cette séance syndicale aussi, cette séance de solidarité en fait, était nécessaire aujourd'hui. Toi, tu as voulu dédier cette séance de cinéma à Jean-Patrick Lebel. Alors ça tombe bien parce que moi je travaille dans une association et on travaille dans une association qui s'appelle Périphérie, et c'est le cinéaste qui a créé cette association et qui a fait le premier film sur le camp de Drancy qui s'appelle Cité de la Muette, qu'on a projeté ici avec Paulette Cersei que vous connaissez peut-être. Donc ça nous a fait très plaisir. Mais c'est peut-être pas pour nous faire plaisir que tu as décidé de dédier cette séance à Jean-Patrick Lebel. Donne-moi tes raisons. Ben, s'il y a du plaisir, c'est jamais trop, hein, le plaisir. Bon, Jean-Patrick Lebel était un ami, un frère. Je suis venu parce qu'il est parti, quoi. Et un camarade, moi, c'est... Ce monsieur, il m'a ouvert la porte de sa maison, ainsi que sa compagne, Christiane Lac. Ils m'ont ouvert leur maison quand dans ma vie il faisait froid, comme dirait Brassens. Et j'ai apprécié cela, bien sûr. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose au monde du cinéma. Je ne comprends toujours pas grand-chose. En tout cas, je le fuis, le monde du cinéma. Ça ne va pas plaire à Tanguy, mais c'est un monde que je n'arrive pas à bien saisir, ou plutôt, je le comprends trop bien pour le fréquenter. Donc voilà, ces raisons, c'est l'amitié, la lutte commune, l'espérance. L'espérance et la lutte quotidienne, sociale, politique de Jean-Patrick, qui était un chercheur, un critique, un monsieur qui comprenait, qui essayait de comprendre l'image et le son, qui a écrit Cinéma et idéologie. C'est à cette époque-là que je l'ai connu, il y a bientôt 30 ans. Le film a 50 ans, hein. Mais ma rencontre avec Jean-Patrick a au moins 30 ans d'existence. Voilà les raisons. Je vous remercie d'être là parce que dimanche 11h, je me suis dit oh là là, oh là là, oh là là. Il faut vraiment être militant pour se lever à 11h du matin, voir un film sur l'Afrique par un monsieur, il s'appelle Médondo, inconnu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai fait confiance à ce monsieur-là, Tanguy Perron, qui lui va vous parler de Jean-Patrick Lebel parce qu'il l'a mieux connu que moi. Il a travaillé avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et il a même distribué des tracts à la fête de l'humanité, comme on faisait ça dans l'ancien temps. Donc c'est un militant, un acharné, un fou, quoi. Allez, cause. Merci, je ne vais pas parler de Jean-Patrick Lebel. Merci beaucoup, Médondo. En fait, comme je suis historien de formation, je vais remettre, c'était pas 30 ans que vous connaissez depuis 50 ans, effectivement. Oui, enfin. Et effectivement, je fais du militantisme à l'ancienne, mais il fait preuve d'efficacité. Je remercie les camarades de l'ULCGT de La Courneuve et ceux de Montreuil qui sont venus avec Mamadou Kanté pour être solidaires avec lui, parce que depuis qu'il a été licencié de Paprec, ses salaires est bloqué. L'inspection du travail, par 2 fois, a refusé son licenciement, mais la société Paprec, qui est une grosse boîte, une très grosse boîte qui a prospéré ces dernières années, refuse toujours de le réintégrer malgré les 2 avis de l'inspection du travail. Donc j'insiste beaucoup pour cet acte de solidarité. On y reviendra après tout à l'heure.
Je ne vais pas parler de Jean-Patrick Lebel, qui est peut-être un peu connu, je vais parler de Belmondo rapidement avant son film. C'est-à-dire que le film que vous allez voir, La Soleil Haut, a été commencé avant 68 et est sorti après 68. Il est sorti en 73 dans des conditions rocambolesques, et c'est un film fauché. On peut le dire, c'est un film fauché, sans moyens, qui a été réalisé les week-ends, où tout le monde travaillait gratuitement sur le film. Ça vaut être un film fauché, ce n'est pas un film... si c'est un film de première fois pour beaucoup de l'équipe artistique, quoi qu'il y a beaucoup d'acteurs de théâtre, par exemple, L'Opérateur, c'est son premier film, mais ensuite il sera très connu, il bossera pour Régis Varnier, François Catonnet, et il sortait La Lumière, c'est son premier film. Il y a toute une équipe technique artistique qui se met en place autour de ce film-là, sur le bénévolat, mais ça sera ensuite des grands noms techniques ou artistiques du cinéma français, et du cinéma underground ou militant, ou pour l'Opérateur, il va lui avoir une belle place au sein du cinéma français. Michel Portal va participer à la musique aussi, il va apporter gracieusement sa contribution. Pierre Santini, acteur plus connu, va aussi participer au film. Vous pourrez remarquer, apprécier la qualité de jeu des acteurs. Un film complètement surprenant, un ovni, puisque c'est à la fois un conte, une métaphore, mais qui a des cibles, qui fait des digressions, qui emprunte au théâtre, et qui est complètement hybride, et qui n'a pu sortir que dans la France de la post-68, mais qui a été conçu, préparé et commencé avant 68. Donc on est très content de... Il a été commencé en 67. Belmondo, il débarque à Marseille de Mauritanie. Il sera d'abord un peu docker, je dis un peu docker parce qu'il va être surtout cuisinier après. Il va être docker dans les années 50, puisqu'il est né en 1935, dans un contexte marseillais où la CGT avait été décapitée suite aux grèves de la guerre d'Indochine. Donc tu ne vas pas croiser le syndicalisme quand tu seras débardeur sur le port de Marseille, tu vas croiser le syndicalisme quand tu seras cuisinier. Belmondo à Marseille est cuisinier, syndiqué, et il vient aussi en France pour faire du théâtre et du cinéma, et il se forme au théâtre dans un appartement chez Monsieur Marseille, qui lui apprend l'art dramatique parallèlement à son métier de cuisinier. Il suit des cours de cinéma par correspondance, donc c'est vraiment un autodidacte. Il suit des cours de cinéma par correspondance, et à Paris, quand il améliore son art dramatique, il se lance de manière complètement seule et délibérée, un peu fantasque, dans ce film fantasque. Voilà pour la présentation de ces films. Vous avez le contexte de réalisation. Alors il y a Sarah qui se demande qu'est-ce que je fais ici. Il y a Sarah Chay qui a fait un film que j'ai trouvé très chouette, qui est un film de fin d'études, qui est sur la question, à mon avis, post-coloniale, donc les deux histoires se croisent. C'est pour ça que ça a été montré, mais tu vas nous en dire plus sur l'origine du film et sur les images. Alors, merci Tanguy déjà d'avoir programmé cette séance. Je suis particulièrement contente de montrer ce film ici où j'ai fait un stage de 3 ans. Alors, mon film, du coup, je l'ai fait dans le cadre de mes études à l'université de Paris 1. Et je me suis intéressée à la guerre d'Algérie et plus particulièrement au Harki. Et j'ai travaillé avec les archives de l'armée française, de l'UCPAD. Et voilà, d'où viennent les images. Et le récit que vous allez entendre c'est un témoignage en fait d'un ancien harki que j'ai retrouvé dans un livre qui s'appelle Le Dernier Tabou de Pierre Guillaume. Et voilà. Je trouvais ce témoignage intéressant parce que il était assez ambivalent. Enfin, j'avais pas envie que le discours du film soit ni tout blanc ni tout noir. Enfin, du coup, voilà, c'est ce que vous faites. Merci pour cette présentation succincte. Donc on va voir les deux films à la suite. Mamadou, on va parler ensuite du film et la solidarité nécessaire, puisque dans une situation critique, et comment on n'a pas le rapport de force au sein de la boîte Paprec, il faut s'organiser, gagner en solidarité vis-à-vis de toi, faire connaître ce délit de démocratie, cet acharnement antisyndical, cette conception raciale aussi au sein de la boîte, puisque les maniens, ils ont les tâches les plus ingrates. Donc on parlera tout ça après. Mais est-ce que tu peux rajouter un mot bref avant cette séance? Oui, merci avec les décisions que vous avez choisies pour me présenter, pour me convoquer dans cette cinéma de film qu'on va voir l'image qu'il a avec
la décision que vous avez prise. Et je remercie tous les camarades qui sont là, les syndicats, du Montreuil, de la CONEB, avec toutes les camarades qui sont dans les salles. Et Paplex, c'est une grande boîte, vraiment, ça constate maintenant, comme on est à peu près 8000 salariés en France. Donc, moi, on partira, comme tu m'as dit, après le film, et je vais essayer de donner un petit peu de détails, ce qui m'est arrivé dans la boîte. Très bien. Bon, eh ben, merci beaucoup pour ces interventions. On voit les deux films tout de suite. Voilà pour ce film inclassable, qui vous a peut-être surpris. Quelques mots avant un acte de solidarité concret. On ne va pas faire comme dans le film où les syndicalistes refusent l'argent de la solidarité. Hein. En fait, on va quêter pour collecter pour... Je n'ai pas dit quel syndicat. Hein. Oui, mais tout ça, c'est capital. Tout ça, c'est des expériences vécues en même temps. Absolument. Tout ce que tu as recréé, soit tu l'as vécu directement, soit on te l'a raconté. Tu sais tout. Et tu l'as retraduit de manière complètement libre, soit par le théâtre, la gîte propre, le dialogue, la théorie. C'est voilà. un bon analyste. Merci, c'est pas facile. Donc voilà, on est très content de montrer ce film-là qui était longtemps caché, enfin invisible, non pas caché, et qui a été restauré à la fois par la Fondation Scorsese et par la Cinémathèque de Bologne, et qui fait partie d'un programme soutenu par l'UNESCO. C'est des films qui sont redonnés à l'Afrique de manière, j'espère non pas trop... 50 films qui vont être redonnés par l'Afrique, ils ont commencé à l'Afrique. Les faire connaître. Ils espèrent. Ils commencent par le tien. Oui, ça a commencé par le mien. Voilà. Donc on l'avait découvert à Cinéma Classique au Festival de Cannes. Moi je savais que Medondo était montreuillois, mais ça se fait pas trop. Je me suis dit tiens, ça serait vraiment intéressant de le remontrer, surtout que la question noire réémerge et ce qui semblait daté, il y a quelques années, semble au contraire très pertinent aujourd'hui. Donc il y a des allers-retours dans l'histoire politique. En ça nous semblait très intéressant de le montrer. Et il y a tout des partenaires. Il y a l'excellent comédien Robert Aliansol, qui est le héros principal, qui joue à mon avis très bien. Donc il y a Est-ce que tu peux parler quelques mots sur la musique déjà, avant qu'on termine dans 10 minutes hein. La musique rapidement, parce que ça me paraît important. Ben, tu sais, la musique, moi, ce que je remarque dans les films que je vois et que je voyais à l'époque, c'est que c'était surtout un support pour vous faire avaler le discours qu'on vous donnait. C'est-à-dire que c'était ou trop tôt, ou trop tard, devant ou derrière. La musique, par elle-même, ne signifiait pas grand-chose dans les films que je voyais. Ici, je pense, enfin, dans mes films suivants, j'ai essayé simplement de donner la place de la musique à elle-même, qu'elle exprime des choses par elle-même. Ce ne sont pas un doublon par rapport à l'image. Voilà, tout simplement. Alors, les gens qui ont participé à cette musique, c'est des musiciens célèbres. Jean-Pierre Drouet, qui est très célèbre, Michel Portal, et puis George Anderson. Les Africains, c'est un grand chanteur au Cameroun. George Anderson, qui a chanté « Nous sommes tous azimutés », qui est une chanson sur Apollo. Apollo, ils sont allés dans la Lune, pourquoi faire, etc. Donc, j'ai essayé d'employer dans le film tout ce qui peut donner sens à la vie, au social, à l'histoire et à la politique. Je ne me contentais pas des films que je voyais, je trouvais que c'était imbuvable. On vivait une réalité, puis on avait des films qui essayaient de nous endormir au pays des... comment elle s'appelle, les merveilles, là, celle qui... D'Alice au pays des merveilles. Non, une trahison fabuleuse. Mais ça ne m'étonne pas. Étant donné les tenants du pouvoir, ils ne sont pas là pour nous éveiller, il faut nous éveiller tout seul. Enfin bref, j'arrête là. Hein. Mais, merci pour cette précision. Et tu finis par des icônes de la Révolution ou des rebelles... seulement non, c'est des révolutionnaires. Il y a Lumumba, le premier assassiné à 60 par la CIA, les services belges. Hein, et Mobutu, évidemment, serviteur zélé du capitalisme international, de l'impérialisme. Il y a Belbarka, qui a, avec d'autres, inventé et créé la Tricontinentale à La Havane, qui était une organisation
Alors Attends. C'est pas facile de remuer tout ça. C'était une organisation tricontinentale des masses d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. L'ambition était énorme, fabuleuse. Et bien évidemment, il a été assassiné dans les conditions que peut-être vous savez, à Paris, aux environs, par là, je ne sais pas où. Il a été assassiné parce que l'impérialisme, c'était lui enlever la poire de la bouche. Hein? Il y a Malcolm X, vous connaissez, Malcolm X qui a pris conscience quand il est allé en Afrique de ce que la religion ne suffisait pas à faire la révolution, que la religion, que les gens croient en ce qu'ils veulent, mais que ce n'était pas l'islam de M. Elijah Mohammed aux États-Unis qui a pris conscience et qui a dit, qui a lu Marx, etc., qui a compris que la religion n'était pas la solution pour libérer l'homme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont là tous les quatre. Merci. Ce sont des révolutionnaires. Oui, assassinés. Et je vais continuer aussi, alors on brasse beaucoup d'informations, mais je vais continuer sur ta petite biographie en fait, parce que j'ai décrit, toi, venant au port de Marseille, cuisinier puis acteur de théâtre, metteur en scène, réalisateur, là c'est ton premier film, et on connaît certains de tes films, on ne connaît pas forcément tes images, on ne connaît pas tous tes films, mais on connaît ta voix, puisque Belmondo a été un grand doubleur du cinéma français. Il a souvent fait les voix de beaucoup d'acteurs américains, noirs, dont Eddie Murphy, ça va partout. Et en fait, les gens disent, tiens, mais je connais cette voix. C'est ta voix, c'est la voix d'un acteur qui n'a pas oublié non plus le combat syndical, parce que tu as mené une grève il y a pas mal de temps pour reconnaître le statut d'auteur pour ces acteurs doubleurs. Donc ton combat est total. Et il n'y a pas de petite mobilisation et de grande mobilisation. C'est pour ça qu'on a voulu faire un moment de solidarité avec Mamadou Kanté de Patrick Lacourneuve aussi. J'apprécie beaucoup. Quand je suis arrivé à Marseille, j'étais un peu docker, je ramassais les poires, le raisin, enfin, pour gagner ma vie. Je prenais des cours d'art dramatique, des cours de cinéma par correspondance, comme si le cinéma pouvait s'apprendre par correspondance. J'ai été syndiqué tout de suite à la CGT. Et depuis que je suis malade, parce que je n'ai pas l'air, mais je suis fatigué, je suis malade, j'ai cessé de payer mes cotisations il y a 3-4 ans à la CGT. J'ai toujours été syndiqué, toute ma vie. Et je considère que quelle que soit la force du syndicat, quelle que soit son organisation, quel que soit le point de vue qu'on peut y mener, quelle que soit la critique qu'on peut faire, il faut être syndiqué. Il faut être syndiqué. Voilà que je fais de la propagande. C'est pas de la propagande, c'est du raisonnement simple, à partir d'une vie, tout simplement. Il y a peut-être des questions, en fait, des interventions. Si on n'a pas, je vais préorganiser la collecte de la part des copains qui se transmettront à la fin. Je voudrais juste, Je t'en prie. signaler le contexte aussi par rapport à la négritude. Il y a un petit passage de critique Oui. sur la négritude qui Oui. est très intéressant. Aussi parler des griots, Oui. parler de la pièce de Jean Genet, Les Nègres, etc. Oui, ça c'est autre chose. C'est un contexte quand même assez fort par rapport à ton film, qui pour moi est un des chefs-d'œuvre Le contexte était... de la négritude, mais plus que ça même. Une critique négritude, tu peux revenir sur ça. Oui, moi je n'ai jamais été pro-négritude, hein, bien que j'admire un homme comme Césaire, qui a fait des écrits absolument extraordinaires, je le critique parce qu'il a amené la départementalisation, ça c'est autre chose. Je n'ai pas été pour la négritude, parce que je trouvais que c'était encore s'accrocher à un arbre pourri. C'était pas ça qui allait donner de la force aux gens pour se libérer. Pas la négritude. Mais je comprends aussi que dans l'histoire, c'était nécessaire de dire « je suis nègre, je suis fier de l'être ». Oui, d'accord, mais ça, c'est pas une idéologie en soi pour se libérer. Donc, j'ai pas été pour la négritude. Et comme disait un grand poète haïtien, encore vivant, je crois, je dis bonjour et au revoir à la négritude. Voilà, pour la négritude. Le contexte, oui, le contexte, vous savez, c'était dans les années 60, parce que je suis arrivé dans les années 60 et non pas 50.
Mais pas grave, de toute façon. Il faut être correct, il faut être précis. Oui, c'est pas grave. Le contexte était qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est ça. Donc il y avait du travail. On changeait de métier. Moi, j'ai changé tous les temps. J'étais docker 3 mois. Ça ne me plaisait pas, je suis revenu à mon métier d'origine. Ensuite, j'ai fait d'autres métiers. Il y avait du travail. Le mépris de la bourgeoisie capitaliste était moins prononcé qu'aujourd'hui. Même vis-à-vis du racisme. Ceux qui étaient racistes, ils le disaient en catimini. Hein. Parce que les forces populaires étaient fortes. Tout simplement. Les partis, moi je regrette qu'il y ait 40 syndicats. Moi je suppose qu'il y a un seul syndicat, la CGT évidemment. Bon, mais je trouve que les forces productives, les forces populaires ont subi des coups terribles. Ils ne sont pas par terre. Non. Ça, il n'y a rien à faire. Ils peuvent toujours se faire des illusions. Pour moi, le socialisme et le communisme, c'est le futur. C'est pas le passé. Ce n'est pas parce que des connards nous ont vendu quelque chose de pourri que le socialisme et les communistes sont morts. Non, pas du tout. Non. Donc le contexte était positif. Allez, à toi. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au contexte, justement, avant de passer la parole. Ce qui m'intéresse, c'est la question de logement. Et actuellement, il y a un retour de la question noire en France qui fait parfois un détour par les États-Unis. On peut trouver des parallèles, y compris sur les violences policières, mais elles sont bien plus grandes aux États-Unis qu'en France. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas en France sur les populations noires. Mais ce qui est caractéristique, j'ai l'impression, de la question noire en France, et que tu montres très bien dans ton film très dense et très riche, c'est la question du logement. La question du logement est partout présente. Et tu décris très bien dans ton film la misère incroyable que se retrouvaient les travailleurs subsahariens dans des conditions de logement absolument indignes et les fortunes qui se sont bâties sur le dos des travailleurs qui étaient logés dans des conditions lamentables. Et ça n'a pas disparu. Et il y avait une question en haut. Bonsoir, alors. Bonsoir, monsieur. On a parlé tout à l'heure ensemble. Oui. Je ne reviendrai pas sur le film avec lequel je suis complètement d'accord et tout ce que ça véhicule. Juste de point, c'est un film qui est d'une extrême modernité. Or, une colère. De colère, mais de modernité dans son brutalité. Le capitalisme est beaucoup plus brutal. Non, pas de modernité dans son écriture. Là, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu tout un débat il y a 4 ans, FESPACO, surtout autour de ça. Non, juste une question. C'est la 3e fois que je vois le film. Là, j'ai l'impression qu'il a été non seulement restauré, mais qu'il a été rallongé. Il y a une scène que j'ai pas compris. Déjà la 2e fois, je n'avais pas compris. Très vite. La scène qui se passe tout à fait à la fin, dans ce déjeuner à la campagne, je n'ai pas compris. J'arrive toujours pas à l'interpréter. C'est une scène que j'ai vécue. J'étais transporteur aux Halles. Je transportais le gruyère, les Halles anciennes, ancien temps. Et je mangeais du gruyère. Quand j'avais plus d'argent, je me nourrissais de gruyère. Depuis, j'adore le gruyère. Et j'ai assisté à cette scène, vraiment, je l'ai vue. J'ai vu cette scène, quand moi j'avais faim, je me retrouvais avec cette personne et ses enfants, et je voyais ce qu'ils faisaient de la nourriture. Ça, c'est la première, si vous voulez, explication anecdotique. Au-delà, ça veut dire l'Europe repue, et le tiers-monde, pour simplifier, qui a faim. Hein? Symboliquement, c'est ça que ça veut dire. La nourriture, on la jette. D'ailleurs, aujourd'hui, moi j'ai vu, j'habitais le 18e avant d'être montreuillois, j'ai vu des vieilles et des vieux de 75 ans aller fouiller dans les poubelles. Et ce que les gens jetaient était absolument incroyable. C'est-à-dire la surconsommation. C'est ça. Enfin, j'ai voulu que ce soit comme ça. Je ne sais pas, ça peut ne pas être compris. C'est possible. Mais c'est ce symbole-là, à 2 niveaux. Il y a le niveau quotidien de tous les jours et il y a le niveau historique. Bonjour. Je voulais savoir, le film, vous l'avez écrit comme ça dès le début, fin dès 67, ou tout s'est inventé au fur et à mesure, voire au montage? Non, madame, tout ne s'est pas inventé spontanément. J'avais le temps, puisque j'avais pas d'argent.
Je tournais les week-ends, quand je pouvais payer le matériel de tournage, la caméra, le son et le matériel électrique. J'avais tout le temps d'écrire mon histoire, de la réécrire, de couper, découper, faire ce qu'on appelle un plan de travail, etc. C'est un découpage technique, etc. C'est le temps, c'est sur les 4 ans. Moi, j'écris les choses et je les revois tout le temps avant le tournage. Je revois, je recommence, je pars, j'improvise souvent quand je tourne, parce que j'ai fait 8 films, 9, 10 même. Je critique beaucoup mon travail et j'y reviens dessus sans arrêt. Voilà. Oui. Tout d'abord, je suis vraiment très ému de revoir Medondo parce que j'étais étudiant à Strasbourg. Vous êtes venu à Strasbourg, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, il y a très longtemps déjà. Et puis aussi, j'ai eu la chance de voir ce film-là, Soleil haut, quand il est sorti. Et quand je le revois maintenant, mais c'est une modernité, comme a dit monsieur tout à l'heure. Et je me dis, mais quand je vois aujourd'hui certains films faits par des Africains, mais il y a une certaine régression par rapport à cette modernité, cette façon d'approcher la question noire, si je peux le dire. Vraiment, c'est extraordinaire. Merci encore. Voilà, merci encore beaucoup. Et puis une question tout à fait anecdotique. Qu'est devenu Robert Liançol? Est-ce qu'il a joué après? Paix à ses cendres. Paix à ses cendres. On s'est vu à son enterrement. Il est mort il y a 5 ans à peu près. Ouais. Bah, Robert Liançol, c'est un Guadeloupéen que j'ai connu parce que dans mon parcours qu'on appelle périphérique, périmétrique, je ne sais pas quoi, ça c'est l'histoire aussi qui frappe à la porte. C'est-à-dire que je me suis trouvé au centre et avec des Caribéens, des Africains. C'est le triangle d'esclavage. Vous savez, quand ils amenaient les esclaves d'Afrique, ils prenaient des matières premières, ils prenaient leur homme, le sucre, ils les vendaient ici, ils repartaient, amenaient les marchandises. Je me suis trouvé avec tous ces Africains ici qui cherchaient du travail. Tous ces Africains américains. Donc je me suis trouvé mêlé à leur histoire nationale. Je me suis intéressé à Haïti, qu'on appelle en Afrique la fille aînée de l'Afrique. Je me suis intéressé à Toussaint Louverture, à Dessalines, à Césaire, évidemment. Donc je me suis trouvé au centre d'une connaissance historique incroyable. Comme je suis en grande partie un autodidacte, quand j'ai quitté l'Afrique, j'avais à peine mon certificat d'études. Certificat d'études de là-bas, pour les indigènes. Hein. Donc il fallait que je m'éduque, il fallait que j'apprenne, pas seulement le cinéma, mais que j'apprenne la vie, que je comprenne ma vie. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi? Qui est responsable? Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Qu'est-ce que c'est que Marx? C'est quoi? C'est Marx, c'est qui? Que son ami Engels appelait le nègre, le Maure, parce qu'il paraît qu'il était très foncé. Pardon? À ce propos, on a vu la jeunesse de Karl Marx au cinéma, et le réalisateur Raoul Peck t'adresse un salut fraternel. C'est une petite incise avant la question à toi. C'est pas tellement une question. Bonjour Maître. On se connaît parce que je faisais des émissions de radio sur Ployel. Je suis venue au moins 2 fois dans les émissions. Excuse-moi, je m'assieds parce que je suis un peu fatigué, mais je t'écoute. Non, moi j'étais très contente de revoir Soleil haut parce que je l'avais vu il y a longtemps dans une copie comme ça de Bologne, du cinéma retrouvé. Et c'est un film qui était, à l'époque, qui a fait quand même... on ne le voyait pas partout, hein, il fallait courir après pour le voir. Et il est effectivement très violent, en fait, ce cri, qui est du point de vue de la subjectivité de ce que tu as vécu, et en même temps, le prisme que tu constitues d'une réalité objective de la situation de l'immigration noire de l'époque. Et je trouve que c'est un film effectivement moderne par ce principe de collage
Moi, j'en ai un peu assez des films qui nous racontent des histoires linéaires, comme ça. Voilà, je trouve je suis contente de le revoir, quoi, vraiment. Et je le trouve très émouvant, en fait. Merci beaucoup. Alors, je dois faire 2 précisions. Le film est effectivement sorti en 1974, et à l'époque, j'étais le producteur effectif du film, j'ai tout payé. Hein. C'est moi qui ai payé de mon salaire. Je veux dire de salarié, j'ai payé tout ça. Mais pour sortir le film sur les écrans, pour permettre à un distributeur de l'exploiter, ce mot d'une justesse effrayante, il fallait un producteur. Un producteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une licence, qui a de l'argent, à l'époque c'était 500 000 francs, je crois, déposé à la banque, certifié par le CNC, et il avait la carte de producteur. Je n'avais pas ça, bien entendu. Je n'avais ni la carte ni l'argent. Il fallait trouver un producteur. Et pendant les 4 années de commercialisation du film, je n'ai pas touché un centime. C'est ce monsieur, grâce à sa carte, il s'appelle Louis d'Olivet, je ne cache rien, à sa carte de producteur, a bénéficié des recettes. Et moi, j'avais rien. J'ai mis 10 ans à récupérer mes droits. Récupérer mon film et les prix qu'il a obtenus, etc. etc. Ça, c'est une précision. La deuxième, c'est concernant Scorsese. Bon, comme vous tous, je connais les films de Scorsese, c'est un réalisateur talentueux, sans aucun doute. Et le fait qu'il ait sélectionné ce film pour Cannes, dans le contexte de l'UNESCO, l'Association panafricaine des cinéastes, et puis Bologne, ça m'a surpris. J'ai reçu une lettre de Scorsese, mais dithyrambique. Dithyrambique, j'ai rarement eu un courrier aussi flamboyant, aussi dithyrambique. Je ne croyais pas, je me disais, c'est pas possible. Le ciel me tombe sur la tête. Je devais le rencontrer à Cannes, il n'a pas pu parce que sa femme était malade. Moi-même, je n'ai pas été invité à Cannes, mais le film est passé. Et voilà. Donc, Scorsese, c'est une association américaine où il y a tous les grands ou pas grands cinéastes américains qui font partie de cette association qui s'appelle The World Association Archive Cinema. Hein? Ah oui, je vais finir très vite. Donc c'est pour qu'ils aient cette information où il y a tous les grands, etc., qui pour pas payer d'impôts, mettre de l'argent là-dedans, ils font, si vous voulez, la restauration de l'image du monde. Et voilà, je fais partie de ça avec la panafricaine des cinéastes. Je suis désolé. Alors, je vais conclure parce qu'il faut libérer la salle. Mais par contre, on peut discuter dans le couloir entre eux et après. Et après, les copains de la suite de moi, elle est là. Il faut le remercier d'être venu. Une séance de cinéma, ça se commence ensemble, ça se termine ensemble comme un mouvement social, comme une grève, si possible. Donc, je vais demander aux copains de la CGT de collecter sérieusement pour Baba Conte, avec qui on pourra discuter, parce que la situation à Paprec est ignoble, d'exploitation, de racisme et de discrimination syndicale. Et il n'y a pas de petits et de grands combats. Donc si on se montre solidaire, on pourra être plus efficace aussi pour ce moment d'émancipation humaine qui nous concerne tous. Donc je remercie beaucoup Medondo, Sarachet, les CGT et c'est Bob qui a le tronc là, ou ma casquette si vous voulez. Mais il faut à tout prix faire acte de solidarité concrètement, et après on sera plus efficace et on vous informera aussi sur cette réintégration absolue qu'il faut obtenir de notre copain syndicaliste. Voilà. Je remercie beaucoup Medondo, le cinéma, et à très bientôt. Les archives. Et les archives, et Synarchives aussi. Et Périphérie. Et oui, tout ça. Quoi. Allez, on finit par des applaudissements. Merci. Salut, tu vas bien? Eh ben, dis donc, moi aussi, tu es toujours entre moi.